Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la place des protestants. C'est un petit bout de France de l'autre côté de la terre dont on entend très peu parler et pourtant la Nouvelle-Calédonie a tant à nous raconter d'elle, de son histoire, de ses peuples, de ses églises, de son avenir. Nous allons tenter d'en raconter un peu aujourd'hui avec vous qui avez accepté notre invitation. Merci beaucoup. Frédéric Rognon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie des religions à la faculté théologique protestante de Strasbourg et vous êtes amoureux de la Nouvelle-Calédonie où vous avez enseigné au lycée d'Okamo. Marie-Claire Caemo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vraiment, parce que vous êtes venu de très très loin. Vous nous arrivez de l'île de Lifou, en Nouvelle-Calédonie, où vous êtes pasteur depuis 1991. Je crois que vous êtes une des premières femmes pasteurs là-bas. Et vous êtes directrice du centre de formation pastorale de l'EPKNC, l'église protestante Kanaki. Ben Malakai, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire de Nouvelle-Calédonie, mais vous venez d'un petit peu moins loin aujourd'hui, puisque si j'ai bien compris, vous faites des études d'ingénieur en France depuis plusieurs années, à Amiens, précisément, où vous êtes engagé dans une église protestante. Marc Perrin, bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir fait tout ce voyage. Vous êtes calédonien, vous nous arrivez du bout du monde, Nouméa, où vous êtes né et où vous avez grandi. Et vous êtes pasteur des Assemblées de Dieu et aumônier de prison en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Alors, la Nouvelle-Calédonie a fait parler d'elle en novembre dernier à l'occasion du référendum sur l'indépendance. Avant de voir quelle place les protestants ont pu jouer ou quelle place ils ont à jouer aujourd'hui, je vous propose un retour sur la Nouvelle-Calédonie et son histoire. Ils ont donc dit non à l'indépendance, un résultat sans surprise en Nouvelle-Calédonie. Succès plus modeste que prévu, 56,7% des voix. Au terme d'un long processus qui a duré 30 ans. C'est un territoire situé à 16 000 km de la métropole, français depuis 1853. Tout a commencé à la fin du 19e siècle. À cette époque, l'État repousse les tribus kanaks dans des réserves et distribue les terres spoliées aux colons pour développer l'agriculture. Dans les années 80, la revendication kanak pour l'indépendance prend de l'ampleur. Les tribus veulent récupérer leurs terres. Les affrontements entre indépendantistes kanaks et loyalistes caldoches d'origine européenne sont nombreux. Le 22 avril 88, des indépendantistes attaquent la gendarmerie de l'île. 4 militaires sont tués, 27 autres gendarmes enlevés. Toute la France a les yeux rivés sur Ouvéa. Les ravisseurs veulent l'indépendance immédiate, mais les négociations s'enlisent. Un assaut militaire est finalement lancé. 19 kanaks sont tués lors de l'assaut, ainsi que 2 militaires. Tout le monde craint alors un embrasement général. Quelques semaines plus tard, pourtant, Michel Rocard parvient à faire signer aux deux parties les accords de Matignon qui ramènent la paix civile. Il prévoit un rééquilibrage économique et institutionnel en faveur des Kanaks et un référendum local sur l'indépendance. C'est finalement l'accord de Nouméa, signé en 1998, qui entérine l'organisation d'un référendum d'autodétermination en 2018 au plus tard. La Nouvelle-Calédonie dispose d'une richesse très convoitée, le nickel. Le secteur fournit 20% des emplois, mais à quel prix? Que ce soit l'accès au financement, l'accès au projet, l'accès à l'emploi. Il y a encore des inégalités. Ici, les nuisances liées à l'alcool sont récurrentes, un fléau qui touche de plus en plus de jeunes. Finalement, au-delà de la culture à laquelle on peut appartenir, on est tous des Calédoniens. Et c'est ça qui est important. Il y a 2 autres référendums à venir qui sont prévus par les accords dont on vient de parler. Le prochain devrait avoir lieu dans les 2 ans qui viennent. Alors pour commencer cette discussion, d'abord, j'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous ce que vous avez pensé de ce référendum de novembre dernier. Priorité à la jeunesse. Ben Malakai, est-ce que vous avez voté? Qu'avez-vous pensé du référendum? Alors oui, j'ai voté par procuration d'ici, de la France. Ce qu'on a entendu d'ici, c'est que peut-être que la procuration ne va pas arriver sur place à cause de plusieurs raisons. Bref, après, personnellement, c'est que j'étais content du résultat, parce que il y a aussi ce côté-là où les Kanaks, les indépendantistes, ont eu plus que ce qu'ils attendaient. Mais quand même, à la fin, il y a eu ce non. Mais pour moi, quand même 43% de oui. 43% de oui. C'est une perte pour un gain, je vais dire ça comme ça. Donc vous avez besoin d'encore un peu de temps? Je pense que oui. Marie-Claire Caemo, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du référendum, de son organisation et puis des résultats? Des résultats, moi j'avais tablé à 40% de oui.
Et oui à l'indépendance. Oui à l'indépendance. Et j'ai été très satisfaite du résultat parce que... Qui a dépassé vos attentes. Dépassé largement. Et en tant qu'Église, je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu de vainqueur ni de vaincu, eh ben, ça permet de se reconnaître dans un destin commun, déjà. Voilà. Et de continuer à cheminer vers cette maturité dont parle Ben. Voilà, et de construire, de penser construire ensemble le pays. C'est important pour nous, Églises, qui avons accompagné dans ce référendum le peuple. Vous, à l'EPKNC, donc l'Église protestante Kanaki, vous avez pris position pour le référendum. Vous avez dit accompagner les... Oui, nous avions déjà pris position en 1979 dans un synode de notre Église pour l'indépendance, mais une indépendance avec tout le monde, déjà en 1979. Donc là, pour le référendum du 4 novembre, l'Église a accompagné le peuple dans la préparation de ce référendum et surtout dans un référendum dans la paix, l'unité, l'amour, le partage. Mais est-ce que vous avez milité pour défendre l'une ou l'autre des positions ? Non, on s'est contenté de la prédication de la parole le dimanche, dans nos séminaires, nos interventions. Il n'y a pas eu vraiment de militantisme puisqu'on réserve ça pour les politiques qui font partie aussi de notre Église, aussi bien catholiques que protestants. Hein. Oui. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que vous dites tous les deux, on est content. Enfin, vous avez l'air plutôt de trouver que l'indépendance est une bonne idée pour la Nouvelle-Calédonie, mais vous êtes content du résultat. Pourtant, l'île s'est prononcée contre l'indépendance. Pas autant que ce que les sondages avaient prévu. Oui. Donc le fait qu'on soit pas, il n'y ait pas beaucoup d'intervalle entre les résultats, ça nous satisfait. Marc Perrin, votre avis sur le référendum ? Je regardais votre reportage et je me disais, si on pouvait réécrire l'histoire. Il y a certainement des erreurs qu'on a faites et qui auraient pu être évitées, mais les faits sont là. Quelle partie vous aimeriez réécrire en particulier ? La spoliation des terres, etc., par exemple. La partie colonisation ? Oui, mais enfin, moi je parle de faits concrets, parce que la colonisation, ça veut dire beaucoup de choses. Mais je parle, entre autres, de la spoliation des terres. Et je me dis que pour un véritable destin commun dans la fraternité, etc., je me demande si c'est pas utopique. Et c'est pas utopique si on ne place pas Dieu au centre de la nation. Pour vous, aujourd'hui, la question politique, elle est secondaire par rapport à la question de la place de l'individu dans sa relation à Dieu. Oui. C'est mon avis. Et c'est cette parole-là, j'imagine, que vous amenez en prison ou dans votre paroisse ? Oui. Vous, qu'avez-vous pensé aussi de ce résultat et de l'organisation même de ce vote ? J'étais présent en Nouvelle-Calédonie 2 mois avant le référendum. Et ce que j'entendais de tous côtés, c'était d'abord un refus de revenir aux événements d'il y a 30 ans. Et il se trouve que j'étais aussi en Nouvelle-Calédonie il y a 30 ans. Il faut quand même se rappeler d'où on vient. Il y a 30 ans, il y a eu quasiment une centaine de morts pendant 5-6 ans. Ça peut paraître peu, une centaine de morts. Si on le transpose à l'Hexagone, ça ferait 32 000 morts. Vous voyez que c'est un séisme complet. C'est une guerre civile qui a été enrayée, mais on allait directement à la guerre civile. Donc personne ne veut revenir à cela. Et puis, ce que j'entendais aussi, c'est de la part des indépendantistes comme des anti-indépendantistes, une certaine crainte que l'indépendance soit trop basse, que le oui soit trop bas, parce que les sondages le donnaient beaucoup plus bas que ce qu'il a été. Et ça aurait pu avoir un effet de radicalisation. Les indépendantistes auraient pu se dire « on ne croit plus à la démocratie ». Les anti-indépendantistes auraient pu se dire « on ne continue plus le processus de rééquilibrage ». Le fait qu'il soit à 43%, que le oui soit à 43%, d'une certaine manière, ça relance le jeu démocratique. Ça permet à tout le monde de s'y retrouver. D'ailleurs, tout le monde était content. Il n'y avait pas de gagnant ni de perdant. Tout le monde était content. Certains parce qu'ils avaient la majorité, d'autres parce qu'ils étaient beaucoup plus hauts que ce qu'on craignait. Et alors, puisque vous l'avez rappelé, vous êtes celui de nos 4 invités qui vient de l'Hexagone. Est-ce qu'on peut inverser le point de vue aussi et se demander si la France a intérêt à ce que la Nouvelle-Calédonie reste française ou est-ce que, après tout, elle a intérêt à se désolidariser ? À l'évidence, la France a intérêt à garder la Nouvelle-Calédonie pour des raisons économiques, puisque grâce à la Nouvelle-Calédonie, elle est le 3e producteur de nickel au monde.
Ce qui n'est pas rien. Après la Russie et le Canada, donc c'est quand même effectivement une richesse. Et puis il y a des intérêts géostratégiques, le fait que la France soit présente dans tous les océans avec ses outre-mer. Donc le fait d'avoir une présence dans le Pacifique, qui est un des lieux dont on sait bien que beaucoup de choses vont se jouer à l'avenir dans le Pacifique. Et puis il y a certainement d'autres richesses que l'on n'a pas encore découvertes dans les sous-marins, dans les fonds marins, pardon. Avec les sous-marins. Avec des sous-marins. Voilà. Donc la France a des intérêts en Nouvelle-Calédonie, c'est évident. Très bien. Comme toujours sur la place des protestants, nous nous interrogeons sur ce que la Bible peut nous apporter sur le sujet du jour. Alors aujourd'hui, nous avons demandé au pasteur Jean-François Zorn de nous apporter quelques éléments de réflexion en s'appuyant aussi sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. En 1840, avant même l'arrivée des colons, ce sont des Polynésiens convertis venus des îles voisines, Samoa et Tonga, qui annoncent pour la première fois l'Évangile en Nouvelle-Calédonie. Ce pays et son peuple n'ont jamais entendu parler de la Bible. Pour les missionnaires, c'est un nouvel Israël. Le peuple kanak est semblable au peuple élu de Dieu, tel que l'apôtre Paul le décrit. Vous étiez sans Messie, comme étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais 3 ans plus tard, la France prend possession de ces territoires et opprime les Kanaks. Appelés au secours, des missionnaires britanniques les soutiennent et les encouragent. Puisque vous connaissez à présent la bonne nouvelle de l'Évangile, vous n'êtes plus ni étrangers, ni exilés, mais citoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Pour les Kanaks, le message est clair. Puisque nous sommes saints et faisons partie de la maison de Dieu, c'est-à-dire du corps du Christ, au même titre que n'importe quel citoyen britannique ou français, nous sommes en droit de conserver nos terres et nos coutumes. Notre combat est bibliquement légitime. Au début du XXe siècle, les missionnaires britanniques sont remplacés par des missionnaires français. L'un d'eux, Maurice Linhart, les enjoint de mieux connaître les colons blancs, les caldoches, et de déjouer leur violence tout en se faisant respecter d'eux. Peu à peu, des pasteurs kanaks sont formés et prennent la relève. Aujourd'hui, tandis que le processus de décolonisation s'achève, les communautés kanaks et caldoches se découvrent encore dans la lutte ou dans la paix de cette promesse. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des 2 groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Pour comprendre la place vraiment importante qu'ont les églises en Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il faut revenir sur une personne qui est évoquée dans ce petit montage qu'on vient de voir, qui est Maurice Linhart, qui a beaucoup compté. Frédéric Rognon, vous avez écrit un livre à son sujet, donc peut-être que vous pouvez en quelques mots essayer de nous expliquer qui était cette figure historique. C'est effectivement un personnage très important pour la Nouvelle-Calédonie, qui a eu un rôle décisif. Il est arrivé comme missionnaire en 1902, il y est resté un quart de siècle. Or, en 1902, lorsqu'il a débarqué à Nouméa, le maire de Nouméa l'a accueilli avec ces mots « Que venez-vous faire ici, monsieur le pasteur? Dans 10 ans, il n'y aura plus un seul kanak. » Et en effet, on prévoyait à court terme la disparition du peuple kanak, puisque sur la Grande Terre, la population autochtone avait disparu à 80% en 50 ans. Et la reprise démographique du peuple kanak correspond exactement avec la présence de Maurice Linhart. Donc c'est à ce moment-là que le peuple kanak a recommencé à faire des enfants, parce qu'on ne faisait plus d'enfants, de désespoir devant les spoliations, devant les confinements en réserve. Est-ce que ça veut dire qu'il a sauvé les Kanaks d'un génocide, enfin d'une disparition annoncée? Alors je crois qu'il a joué un rôle décisif. Il y a d'autres facteurs bien sûr qui ont joué, mais je crois qu'il a donné, en annonçant l'évangile sur la Grande Terre, donc sur la principale île, où il était le premier missionnaire protestant, il a redonné de l'espérance à un peuple qui se mourait. Est-ce que par exemple c'est quelqu'un dont vous entendez parler régulièrement, qui compte pour vous, Ben Malakai? En fait, en tant que jeune, on n'a pas forcément entendu parler de Maurice Linhart. Maintenant, à travers le contexte de l'indépendance, du référendum, personnellement, j'essaie de chercher l'histoire et j'ai vu qu'en fait, ce qui a sauvé, ce que disait M. Rognon, le peuple kanak, c'est l'Évangile. Et ce qui va sauver le peuple kanak aujourd'hui, c'est l'Évangile.
Et le salut du peuple kanak, le destin commun dont on parle, c'est justement ce retour à son sauveur, c'est-à-dire l'Évangile. C'est aussi votre avis, Marc Perrin? Oui. Moi, je crois que l'Église devrait être un tremplin pour faire valoir les valeurs chrétiennes, la foi chrétienne, et surtout là où on prêche l'Évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ. Marie-Claire Caïmou, vous, est-ce que c'est un personnage dont vous avez entendu parler? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? En Grande-Terre, il a marqué l'évangélisation de la Grande-Terre. Il est venu fonder Doneva. C'est la première mission de la Grande-Terre qui a formé les pasteurs, les premiers pasteurs, et fourni l'éducation scolaire, primaire et par la suite secondaire. C'est quand même incroyable d'entendre, c'est l'Évangile qui a sauvé le peuple kanak en lui rapportant de l'espérance. Vous pensez ça aussi? Oui, je pense fortement, parce que dans une désespérance, le peuple a besoin d'une force, a besoin d'un leader. Et là, la mission est arrivée dans cette désespérance, de surcroît avec ce personnage qui était Maurice Lénard, et avec le défi à relever la parole de l'accueil qu'il a reçu à Nouméa, du maire de Nouméa. C'est-à-dire redonner la vie à ce peuple qui se décimait. Mais avant son arrivée, il n'y avait pas rien, il y avait déjà une forme de spiritualité, ce que vous appelez la coutume, par exemple. Ce qui a sauvé le peuple kanak, c'est l'Évangile. C'est un peu comme l'image en Égypte, du peuple d'Israël qui était là, qui Pharaon, qui allait exterminer le peuple d'Israël, et que la Bible dit que Dieu, il a entendu le cri du peuple, et qu'il a envoyé un libérateur, Moïse, pour sauver le peuple d'Israël, d'Égypte. Et c'est la même pensée, en quelque sorte, la même image qu'on a ici pour nous, en tant que peuple kanak. Et pour répondre à votre question, par rapport à la coutume, on dit souvent chez nous que l'Évangile, c'est là où tu apprends, c'est là où on t'enseigne, et la coutume, c'est là où tu mets en pratique ce que tu apprends à l'Église. Dans la population kanak, quand Maurice Lénard ou les autres missionnaires sont arrivés, il y avait déjà une forme de spiritualité, un lien avec ses ancêtres, par exemple. Et est-ce que le christianisme est venu supplanter ça? Est-ce qu'il est venu s'ajouter à ça? Comment ça marche, la cohabitation? Maurice Lénard est arrivé pour annoncer l'Évangile, mais son père, qui était professeur de théologie à la faculté de théologie de Montauban, lui avait dit ne parle pas trop vite, écoute d'abord. Et ça, il a gardé cela en tête pendant les 25 années qu'il a passées en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il a reconnu qu'il y avait quelque chose, qu'il n'était pas là sur un terrain vierge. Et il a écouté, il a pris au sérieux, il a respecté tout ce qui était de l'ordre de la coutume. Il a simplement considéré que l'Évangile allait peut-être purifier, allait peut-être faire le tri, et qu'il y avait sans doute des choses auxquelles il fallait renoncer, mais que l'Évangile n'était absolument pas incompatible avec la coutume. Des choses auxquelles il fallait renoncer, ou simplement ajouter l'Évangile? Non, je pense qu'il y avait des traditions de guerrières, notamment, auxquelles il fallait renoncer au nom de l'Évangile. Mais je vous donne juste un exemple de cette position de Maurice Lénard, quand même très particulière, très d'avant-garde, je dirais. Lorsqu'au bout de 25 ans de Nouvelle-Calédonie, il est revenu en France, on lui a demandé « Combien avez-vous fait de conversions ?» Et évidemment, quand on lui demandait ça, c'était pour soutenir la mission. S'il a fait 10 000, 15 000, 20 000 conversions, ça va peut-être inciter les gens à donner plus d'argent pour la mission. Il y a une prime à la conversion. Voilà, et qu'est-ce qu'il répondait? Il réfléchissait un moment, puis il disait « Sans doute une seule, la mienne ». On voit bien qu'il était prêt à recevoir et pas seulement à donner. En même temps, il a entraîné aussi des milliers, des dizaines de milliers de conversions. Mais pour lui, ce qui était important, c'était de recevoir autant que de donner. Vous, est-ce que vous vivez ça aussi dans votre ministère en prison? Écouter d'abord, recevoir? Oui, c'est le rôle essentiel de l'aumônier, c'est d'abord d'écouter. Et surtout pas faire de prosélytisme, mais du témoignage. C'est pas la même chose. Et est-ce qu'on peut vous poser la même question qu'à Maurice Lénard? Est-ce que vous assistez à des conversions en prison, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens à qui l'Évangile sert d'outil pour sortir de la désespérance ou... Bien sûr. Est-ce que vous pouvez Moi, je suis un homme d'église, un homme de foi. Lorsque j'annonce l'Évangile, je m'attends à des résultats. J'ai vu des résultats. Évidemment, on n'a pas autant qu'on voudrait, mais j'ai vu des conversions. Alors, quand je parle de conversion, ce sont des gens
qui se sont tournés vers Jésus-Christ, qui se sont donnés à Jésus par la religion. Même en prison, c'est possible? Bien sûr. Et on pratique des baptêmes d'eau en prison, baptême par immersion. Des gens qui veulent prendre position publiquement pour le Christ et dont la vie a été transformée par la puissance de Jésus. Et des gens qui ont changé radicalement. Ben Malakai, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que chrétien, jeune, en tant que Kanak, je pense que c'est important de trier ce qui vient du royaume de Dieu, des valeurs, des principes, pour continuer à le mettre en pratique, à le faire. Et ce qui ne vient pas, justement, comme disait M. Rognan, de laisser de côté, à cause de l'évangile. Parce qu'on vit pour l'évangile. Et vous y arrivez? Et personnellement, c'est une joie, c'est une fierté. Tout en conservant vos racines kanak, votre culture. Exactement. C'est pas parce que je suis en France que je sais d'où je viens, je sais où je vais, et c'est l'essentiel, je pense. Alors, pour se rendre compte de la place des églises protestantes en Nouvelle-Calédonie, il faut peut-être repasser un petit peu par les chiffres. D'abord, on parle d'une île où il y a 270 000 habitants environ, mais quelle est la place des protestants dans cette population? Regardez. Il y a 270 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, 40% de Kanaks, et dans ces 40% de Kanaks, la moitié est protestante. Alors, ce qu'on voit là dans notre discussion, c'est que les églises peuvent avoir un rôle important, notamment dans la sphère politique, dans une sphère qui semble dépasser de l'annonce de l'Évangile. Par exemple, on a vu aussi dans le montage en 1988, dans la mission Rocard, il y avait un représentant de chaque confession, et c'était pas un hasard, c'était important. C'est bien ça, Frédéric Rognan? Tout à fait. Ça a été l'intelligence politique de Michel Rocard, et sans doute qu'il était bien informé, pour envoyer une mission du dialogue, pour enrayer la guerre civile qui allait partir, avec donc un représentant du protestantisme, Jacques Stewart, président de la Fédération protestante de France, avec Monseigneur Guy Berthaud, qui était le recteur de la faculté de théologie catholique de Paris, avec aussi un franc-maçon, Roger Leray, qui était le grand maître du Grand Orient de France, parce que en Nouvelle-Calédonie, passer par les églises, jouer la carte des églises et de la franc-maçonnerie, c'était particulièrement important. Alors ça a marché, mais c'était il y a 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les églises ont encore quelque chose à dire dans la sphère politique? Est-ce que c'est vraiment le rôle des églises de faire ça? Marie-Claire Caïman. Au départ, non, mais quand on part du principe que les églises doivent accompagner le peuple, et surtout un peuple en souffrance, elle est obligée, à un moment donné, l'Église en général, avec un grand E, elle est obligée à un moment donné de porter la voix de celui qui souffre. Et il y a trop d'injustice dans le pays, trop d'inégalités, et l'Église se sent interpellée par cette œuvre. Que fait votre Église aujourd'hui sur ces sujets-là? On attend d'abord que les institutions se mettent en route, parce que les leviers leur appartiennent, et l'Église est là pour rappeler à l'ordre à chaque fois, je pense. C'est son rôle de rappeler à l'ordre quand clamer les injustices, clamer les inégalités. Mais vous le faites aujourd'hui, l'Église protestante kanaki est un interlocuteur des représentants politiques de Nouvelle-Calédonie? Oui. Dans l'Église, on a beaucoup de politiciens qui appartiennent à l'Église, toujours l'Église en général, pas l'Église protestante uniquement, politiciens indépendantistes qui appartiennent à l'Église catholique comme l'Église protestante, comme l'Église pentecôtiste, et qui sont là pour accompagner le peuple dans sa misère. Je vais vous donner une image, un exemple, c'est que, imaginons qu'il y a une coupure à la maison. J'aime bien parler par image. Une coupure à la maison, je me lève dans la nuit parce que j'ai envie de boire. Je vais dans la cuisine, j'ouvre le placard. Ok, je connais un peu ma cuisine, j'ouvre le placard. Mais comme il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que je fais? Je fais tomber les verres, etc. Je me blesse. Et en fait, la raison, elle est simple, c'est parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et nous, on est des protestants, on parle d'église, et on est des protestants, des gens de la parole de Dieu, de la Bible. La Bible dit, Jésus va dire que vous êtes la lumière. Alors, on parle de place des protestants en Nouvelle-Calédonie. Enlever la lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des dégâts comme dans la cuisine. Du coup, je pense que l'Église elle a sa place. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre Église, alors soit à Amiens, soit quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, pour être la lumière? Alors, pas sur Amiens, ça fait 2 ans que je suis là-bas, mais sur Paris, on a commencé depuis 2 ans une cellule avec une église protestante, justement, et une cellule qui se nomme Métanoïa,
Et le but de la cellule, c'est qu'on puisse se retrouver en tant que Calédoniens, Kanaks, ici en France, pour s'encourager. Et c'était aussi pas pour le sujet du référendum, mais plus s'encourager autour de la parole de Dieu, des temps de partage, de louanges. D'ailleurs, il y en a un le 17 février sur Paris. Et c'est justement, pour moi, en tant que jeune, OK, c'est bien, les problématiques sont là, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce qu'on a pensé ensemble avec d'autres jeunes chrétiens, Kanaks. Et on a mis ça en place justement pour favoriser le partage, la fraternité, l'amour, la communion, la joie, la paix et le fait de se retrouver. Pour vous, c'est important la prière dans votre vie quotidienne aujourd'hui? Pour moi, c'est inéluctable. Mon exemple, c'est Jésus. Jésus, c'est un homme de prière. Moi, je dois prier. Marc Perrin, vous pensez aussi que les églises ont un rôle à jouer politiquement dans la société aujourd'hui? Quels sont les enjeux pour vous de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Alors, tout à l'heure, je vous disais que je fais partie des ADD, c'est-à-dire Assemblée de Dieu. Voilà. Et nous obéissons à l'ordre de Christ. Il nous a confié une mission, aller par tout le monde et faites des disciples. Lorsque je prie pour mon pays, je dis, Seigneur, bénis la Nouvelle-Calédonie, mais que le peuple calédonien t'adore, aime ton Fils et honore ta parole. Et je crois que c'est là que le peuple sera vraiment heureux, si vraiment, encore une fois, Dieu trouve toute sa place dans ce pays. Marie-Claire Caïmo, un petit mot là-dessus. Pourquoi est-ce que vous dites que la source de l'espérance aujourd'hui, elle se trouve dans la parole de Dieu? L'évangile, c'est le cœur de la vie. Et à chaque période de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, revenir à l'évangile permet à chaque fois de remettre les choses à plat. Par exemple, par rapport aux tensions politiques, économiques, sociaux. Dans le Pacifique, on s'est toujours référé à l'évangile pour ramener à la paix, à la réconciliation, à l'unité, au nom de l'amour. L'évangile, c'est l'amour de Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. Donc, on a toujours eu recours à l'évangile en dernier lieu pour trouver une solution. Et je pense que Michel Rocard, Lionel Jospin, tous ces grands protestants de l'histoire de la relation entre la Nouvelle-Calédonie et la France ont porté ça en eux. Ils avaient compris ça. Ils avaient compris ça. Et c'était l'expression de leur foi. D'ailleurs, au cours d'un de ses derniers voyages, Michel Rocard au pays, il a parlé de l'âme du peuple, que c'était important de s'occuper aussi de l'âme du peuple, car le peuple sans son âme ne peut pas vivre. Vous, Frédéric Rognon, peut-être le mot de la fin pour les enjeux de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Tout a été dit. Je dirais que je ne sais pas quel sera l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Politiquement, est-ce que ça sera avec ou sans la France? Je n'en sais rien. Et puis, quel sera l'avenir social, quel sera l'avenir économique? Mais je dirais qu'il y a une seule chose dont je suis convaincu, c'est que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est en Jésus-Christ. Je crois que vous êtes tous les quatre d'accord là-dessus. Eh bien, merci beaucoup d'être venus répondre à notre invitation aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés et à très bientôt sur la place des protestants.